Lorsqu'un patient vient vous voir avec une lésion sur la peau, qu'est-ce que vous allez lui poser comme question? Et puis, lorsque vous allez examiner sa peau, où est-ce que vous allez regarder? Est-ce que vous allez regarder ses cheveux, sa bouche, ses ongles, les plis? Bonjour, je suis Antoine Bertolotti, enseignant en dermatologie à l'UFR Santé de l'île de la Réunion, et je vous propose aujourd'hui de traiter le cours sur l'examen dermatologique. Quel est l'interrogatoire à réaliser, mais également quel est l'examen physique. Ce cours s'appuie sur le livre Revêtement cutané, édité par Elsevier Masson et réalisé par le Collège des enseignants de dermatologie de France. À la date d'enregistrement de cette vidéo, je ne déclare pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique. Je tiens à remercier le docteur Alicia Lemarie qui m'a aidé à réaliser ce cours, et je tiens également à préciser que certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. L'examen dermatologique repose avant tout, initialement, sur la description des lésions élémentaires. Ces lésions élémentaires, elles peuvent être primitives, c'est-à-dire que c'est le processus lésionnel initial, mais elles peuvent être également secondaires, c'est-à-dire que c'est l'évolution spontanée de la lésion ou non, qui peut être liée au grattage, au traitement ou à plein d'autres choses. Une dermatose peut être constituée d'un seul type de lésion élémentaire ou de l'association d'entre elles, simultanée ou non, et de plusieurs d'entre elles. Ici, vous avez le diagnostic de pemphigoïde bulleuse qui est réalisé à travers ces bulles à toit tendu, mais vous voyez aussi à côté qu'il y a des lésions qui sont post-bulleuses, qui montrent ici une bulle qui a éclaté et avec une érosion post-bulleuse et surtout une croûte qui apparaît, une lésion hyperkératosique. C'est très important de pouvoir identifier quelle est la lésion élémentaire, car si vous avez une biopsie cutanée à faire, eh bien, il faudra davantage la faire sur une lésion fraîche, une lésion récente, une lésion primitive, donc celle telle qu'une bulle comme celle-ci, à cheval à ce niveau-là, plutôt que sur une lésion vieillie qui ne vous permettra pas de faire aussi bien le diagnostic en anatomopathologie. Ici, on a le cas d'une varicelle qui est caractérisée par la présence de lésions d'âge différentes chez un même patient à un instant T, c'est-à-dire que vous allez à la fois avoir des macules, des papules, des vésicules, des lésions kératosiques, croûteuses, nécrotiques. Les démarches cliniques, on en distingue deux. La première, c'est la démarche analogique, c'est le coup d'œil. Elle est rapide, elle fait le diagnostic dès l'inspection par reconnaissance d'une maladie cutanée. Mais elle va nécessiter une expérience clinique ou livresque et elle a un risque d'erreur assez important parce qu'on ne va pas à ce moment-là s'orienter sur un examen clinique plus approfondi. La deuxième démarche est la démarche analytique, qui est une démarche médicale classique avec recueil de données, analyse, qui va précéder le diagnostic, qui va être le moment de synthèse. Prenons un exemple. Si je vous montre cette photo-là, vous allez tout de suite reconnaître des lésions érythémato-squameuses en plaques, kératosiques, et votre diagnostic de coup d'œil, parce que vous avez vu déjà ce type de photo régulièrement, parce que vous avez vu beaucoup de patients présentant ce type de maladie, votre démarche analogique va être de dire c'est un psoriasis. Si par contre, on était dans un raisonnement plutôt, dans une démarche plutôt analytique, eh bien, qu'est-ce que l'on va faire? On va dire, c'est une lésion érythémato-squameuse et quels sont les tiroirs que je dois ouvrir pour pouvoir trouver le diagnostic? Déjà, est-ce que ce sont des lésions érythémato-squameuses excoriées ou non excoriées? On est ici face à une catégorie non excoriée. Ensuite, est-ce qu'il y a une prédominance de papules ou est-ce qu'il y a une prédominance de plaques? On voit ici que les lésions font quand même bien souvent plus de 2 centimètres de large, donc, on est bien face à une prédominance de plaques. OK, et alors, qu'est-ce que je peux avoir comme maladie à ce niveau-là? Quelles questions je vais devoir poser? Quel examen clinique je vais devoir réaliser pour m'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un carcinome cutané, d'une dermatophytose, d'une ichtyose, d'une kératose lichenoïde, d'un lupus érythémateux, d'un pityriasis rubra-pilaire, d'un psoriasis, d'un syndrome de Fischer-Leroy-Reiter, etc., etc. Tout ça, ça va être la démarche analytique qui va effectivement prendre plus de temps, qui va demander d'être beaucoup plus rigoureux, mais qui va permettre de s'assurer de ne rien oublier, de ne pas passer à côté d'un diagnostic qui peut être parfois un peu plus rare. Aujourd'hui, on va s'attacher spécifiquement à la description de cette démarche analytique. Tout d'abord, elle va commencer par l'interrogatoire. Vous allez poser des questions sur l'histoire, d'accord? Depuis quand évolue cette lésion? Est-ce que c'est une lésion qui est acquise ou congénitale? Par exemple, ici, on a un hémangiome et ici, on a un angiome. L'hémangiome, il est traditionnellement décrit comme apparaissant après la naissance, alors qu'un angiome, il est principalement décrit comme apparaissant dès la naissance, présent dès la naissance, donc présent de manière congénitale. Le mode de début, est-ce que ça a été un début rapide? Est-ce que ça a été un début plutôt prolongé?
Quel a été l'aspect initial? Est-ce que c'était une bulle, comme on peut le voir ici sur cette pemphigoïde bulleuse, ou est-ce que c'était une érosion, une croûte? Imaginons que vous n'avions que des lésions croûteuses ou érosives. Est-ce que, à l'interrogatoire, le patient va nous décrire la présence d'une bulle ou pas? La topographie, est-ce que, par exemple, dans le cadre de ce zona, eh bien, il s'agit bien d'une lésion topographique avec une zone spécifique, un métamère spécifique, avec une lésion linéaire qui va nous permettre d'orienter le diagnostic vers un zona. Le mode d'extension, le mode d'évolution, les facteurs aggravants ou améliorants. Est-ce que, par exemple, on va avoir ce déclenchement de lésion lorsqu'on va prendre une douche? Est-ce que c'est un urticaire aquagénique? Est-ce qu'il y a un traitement qui a amélioré les choses? Est-ce que c'est un traitement qui a fait déclencher la pathologie? Donc, est-ce qu'on est face à une toxidermie, par exemple, ou au contraire, un médicament a permis d'améliorer les choses? Le patient va vous dire, ah bah quand j'ai mis cette crème cortisonnée, cette lésion allait bien mieux. Alors peut-être que c'était un eczéma ou un psoriasis, ou peut-être que j'ai pris des antihistaminiques parce que ça me démangeait beaucoup et les lésions ont disparu. Il s'agissait donc d'une urticaire. Voilà, tous ces éléments-là vont être très très importants à pouvoir décrire, caractériser pour vous orienter au mieux vers la pathologie que vous recherchez. Les signes fonctionnels, est-ce qu'il y a un prurite? Est-ce qu'il y a des douleurs? Dans le cadre d'une urticaire, on sait très bien que le prurite est important. Donc, le patient va peut-être venir vous voir en consultation ne présentant plus aucune lésion, parce que l'urticaire, souvent, ce sont des lésions qui sont relativement fugaces, qui vont durer quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours, et probablement que lorsqu'il va venir vous voir, il n'y aura plus de lésions, mais vous allez pouvoir, à l'aide de votre interrogatoire, faire décrire le patient les lésions, et il va peut-être vous décrire effectivement des lésions prurigineuses. Il va pouvoir aussi vous décrire des lésions prurigineuses nocturnes, dans lesquelles on va avoir une recrudescence qui va apparaître à certaines zones, donc la topographie, on revient dessus, au niveau de la face antérieure du poignet, au niveau des sillons interdigitaux, au niveau du bras, au niveau de la face antérieure axillaire, au niveau des parties génitales, au niveau périombilical. Et vous allez à ce moment-là vous orienter plus facilement vers une gale parce que le patient va présenter ce prurite nocturne. Et puis, le patient peut aussi présenter des lésions douloureuses. On a parlé du zona en termes de topographie, mais également la douleur de type neuropathique qui est assez caractéristique, hein, avec ces dysesthésies, ces allodynies qui vont être assez importantes dans le cadre d'un zona, vont vous permettre aussi de vous orienter vers une lésion plutôt de type zona que d'une lésion provenant ou entraînant une douleur plutôt nociceptive. Les antécédents du patient, mais également de sa famille. C'est important de savoir si le patient, lorsque vous allez faire un bilan cutané en termes de grains de beauté, en termes de cancer, s'il a déjà présenté des kératoses actiniques, s'il a déjà présenté un carcinome basocellulaire, ou s'il a dans sa famille des antécédents de mélanome ou de carcinome basocellulaire. Également, est-ce qu'il y a des antécédents personnels ou familiaux d'eczéma, de psoriasis, de maladies inflammatoires? Parce que il est sûr que si dans l'enfance, on avait été amené à faire de la dermatite atopique, on a plus de risques que quelqu'un d'autre de pouvoir refaire une dermatite atopique de l'adulte ou un psoriasis, mais également dans la famille. Si ses parents, si sa maman, si son papa, si des frères et sœurs ont également du psoriasis, on est plus à risque de pouvoir faire du psoriasis. Puis l'environnement, quel est le mode de vie du patient, la profession, les loisirs, les voyages, la consommation d'alcool, de tabac, les traitements, les allergies, tout ça, ce sont des éléments qui vont être importants à prendre en compte. En effet, on a ici par exemple un eczéma de contact à des chaussures. Est-ce que le patient va venir spécifiquement avec ses chaussures à sa consultation et vous allez pouvoir constater et faire le diagnostic facilement? Ou est-ce que vous allez lui poser la question, est-ce que vous avez changé de chaussures récemment? Parce que les lésions sont quand même très bien démarquées et très bien délimitées. Et donc, on a une hypothèse que ce sont vos chaussures qui ont entraîné ça. Est-ce que vous utilisez du parfum? Voilà ce patient qui présente un érythème inflammatoire, eczématiforme au niveau du cou. Et donc, vous voyez bien que sur des zones protégées par le t-shirt, il n'y a rien du tout. Ici, par contre, la lésion est beaucoup plus inflammatoire en région du cou. Et il va s'agir effectivement d'un eczéma de contact photo-induit parce que le patient s'est appliqué du parfum et qu'il y a eu une réaction qui s'est faite avec le soleil à ce niveau-là. Est-ce que c'est un patient qui travaille avec des animaux? Est-ce que c'est un vétérinaire ou est-ce qu'il travaille à la ferme? Ou est-ce qu'il a eu un nouveau chat? Et donc, vous pourriez avoir effectivement ici, sur ces lésions annulaires, une dermatophysie de type Microsporum canis qui serait en cause pour présenter ces lésions annulaires. Est-ce que d'autres personnes dans la famille se grattent? Est-ce qu'il y a eu un diagnostic de gale qui a été fait? On a revenu tout à l'heure sur le prurite nocturne, mais également le comptage familial va être un élément important à prendre en compte pour le diagnostic de gale. Est-ce que le patient a pris des médicaments récemment entraînant une toxidermie? Est-ce qu'il prend régulièrement des traitements? Est-ce qu'il y a eu un changement d'ordonnance en cardiologie? Est-ce qu'il y a eu un changement d'ordonnance en pneumologie?
Est-ce qu'il y a eu une chimiothérapie qui a été débutée? Et donc, depuis quand? Quel type de médicament? Cela va vous permettre de vous orienter vers une toxidermie et également de quel type de toxidermie. Et vous voyez aussi que c'est tout quasiment similaire à celle-ci, sauf que là, les questions vont plutôt s'orienter sur quels sont les modes de vie et quelles sont les relations sexuelles, quels sont les partenaires, ou est-ce qu'il y a des partenaires multiples, est-ce qu'il y a une protection par préservatif et vous conduire, oui ou non, vers une IST, une infection sexuellement transmissible de type syphilis, avec une présentation est ici à type de roséole. Ou encore, est-ce qu'il y a eu un voyage récemment? Vous voyez cette lésion érythémateuse un petit peu linéaire sur la cuisse d'un patient qui est revenu de Madagascar, qui est venu d'Asie et qui va avoir passé du temps sur la plage et c'est à ce moment-là retrouvé infecté par une larve migrans au niveau de la cuisse. Ensuite, une fois que vous avez réalisé votre interrogatoire, vous allez passer à l'examen dermatologique. Le patient, vous allez lui demander de se déshabiller. Il est impératif de pouvoir regarder le patient sous tous les angles, des oreilles jusqu'aux orteils. Bien sûr, vous pouvez lui laisser ses sous-vêtements, mais il sera important de poser les questions spécifiquement sur ces zones-là et éventuellement également de réaliser votre examen clinique parce qu'il y a des zones, particulièrement au niveau des fesses, par exemple, où les patients ne peuvent pas s'auto-examiner. Donc, faites bien attention à ça. Proposer, demander systématiquement à ce que vous puissiez voir l'ensemble de la peau. C'est votre travail en tant que dermatologue si vous vous orientez vers cette discipline-là. Et surtout, lorsqu'on est patient, il faut que les patients soient informés qu'on va être amené à regarder l'ensemble de leur peau pour pouvoir faire notre travail correctement et complètement. Oui, il faut savoir que dans un certain nombre de cas, les patients viennent effectivement avec un motif de consultation. Dans un certain nombre de cas, finalement, c'est par le biais de votre examen clinique complet que vous découvrez des pathologies que les patients ne suspectaient pas, et pour lesquelles ces lésions-là ne les inquiétaient pas. Et pourtant, ces lésions étaient malignes, ces lésions étaient importantes à diagnostiquer. Et donc, c'est cet examen clinique complet qui va vous permettre de pouvoir faire au mieux votre travail. Le deuxième élément, c'est à travers cet examen de l'ensemble du revêtement cutané, c'est de rien omettre, à savoir le cuir chevelu. Vous pourriez être amené à détecter une teigne, par exemple, vous faire ouvrir la bouche. Dans la bouche, il y a plein de choses que vous pourriez identifier, une candidose, par exemple, mais également un carcinome épidermoïde de la langue, ici. Vous pouvez aussi regarder les ongles. Sur les ongles, vous pourriez voir du psoriasis, mais vous pourriez voir aussi des infections mycosiques au niveau des ongles. Vous pourriez voir aussi des lignes de chimiothérapie, par exemple avec des lignes de Beau qui apparaîtraient de manière régulière toutes les 2 semaines ou 3 semaines selon la fréquence des chimiothérapies. Bien important de poser des questions au niveau des parties génitales, comme je vous le disais, parce que souvent, de par la pudeur, les patients ne vont pas oser vous dire qu'ils ont également quelque chose sur les parties génitales, sur le pénis, sur la vulve. C'était également important parce que souvent les patients ne font pas forcément le lien entre une lésion qu'il va avoir au niveau du poignet et une lésion qu'il va avoir au niveau des parties génitales. C'est à vous de faire votre travail et de vous assurer qu'il y a bien un lien, qu'il y a bien une pathologie qui relie l'ensemble de ces événements. Et par exemple, la syphilis, lorsque vous allez avoir des lésions au niveau palmaire, qui vont peut-être être le motif de consultation du patient, eh bien, si vous ne posez pas la question, avez-vous eu un chancre, avez-vous eu une ulcération au niveau génital il y a quelques semaines, quelques mois, eh bien, vous n'aurez jamais la réponse et vous ne pourrez probablement pas forcément si facilement vous orienter au niveau de votre diagnostic. Et puis les pieds, c'est pas si facile que ça pour les patients de regarder leurs pieds, encore moins sous les pieds. Et vous pourriez être amené à découvrir ici, par exemple, un mélanome ou des intertrigos à dermatophytes ici, qui peuvent être par la suite un risque d'érysipèle, donc de jambes rouges, douloureuses, inflammatoires, d'infection dermo-hypodermique au niveau de la jambe. Un troisième élément, c'est la topographie. Effectivement, les topographies vont vous orienter vers telle ou telle pathologie. Bien entendu, une zone photo-exposée, on parlait de ce cas d'un patient qui avait appliqué donc, du parfum au niveau du cou, et vous voyez que c'est sur la zone photo-exposée, hein, il n'y a aucune exposition de cette partie-là en lien avec le t-shirt, et donc la peau est complètement indemne au niveau des épaules. Par contre, au niveau du cou, à ce niveau-là, zone qui a été photo-exposée et exposée au parfum, eh bien, vous avez un eczéma qui est apparu. On a également des zones caractéristiques au niveau du psoriasis. On sait que communément, le psoriasis se met au niveau des phases d'extension des coudes, au niveau des phases d'extension des genoux, alors que l'eczéma, ça va plutôt être à la phase de flexion du coude, à la phase de flexion du genou. Donc, ces éléments-là vont vous permettre de vous orienter. Un prurite au niveau de la face antérieure du poignet ou au niveau des régions antérieures axillaires, au niveau périombical, au niveau des fesses, au niveau des parties génitales, hein, surtout s'il est nocturne, avec une recrudescence nocturne, va vous orienter vers une gale, donc c'est important.
Des cicatrices, et effectivement, si jamais les lésions apparaissent sur des cicatrices, ça va vous orienter un peu plus vers certaines pathologies. Alors, ça peut être un phénomène de Koebner dans le cadre d'un psoriasis, mais ça peut être aussi des cicatrices kéloïdiennes ou sur un tatouage, et à ce moment-là, évoquer éventuellement une sarcoïdose, une dermatose granulomatose, ou au niveau des plis. Et donc, on sait qu'au niveau des plis, eh bien, il va y avoir de la macération, de l'humidité, principalement des intertrigaux à dermatophiles, donc des infections des grands plis, des petits plis, mais ça peut être aussi du psoriasis inversé. Donc tout ça, ça va vous orienter, ça va vous permettre de mener votre enquête et de vous orienter au mieux vers le diagnostic le plus approprié. La palpation va être aussi un élément important, hein. Donc, on va, à l'aide de la palpation, apprécier le relief, apprécier l'infiltration, la mobilité, l'induration des lésions. On va, et on le reverra juste un peu après dans le cadre de ce cours, eh bien, il y a différents types de lésions qui vont porter différents noms, à savoir donc, des macules. Les macules, vous posez votre doigt, vous ne distinguez aucune différence si vous fermez les yeux. Par contre, une papule, vous allez sentir ici une petite surélévation, une plaque. Vous allez la sentir également, elle va faire plus de 2 centimètres. Et puis, on a les vésicules, les bulles ou encore les érosions, fissures, ulcérations. Vous voyez, tout ça, vous allez à la palpation éventuellement pouvoir le sentir. Ici, on est face à un hémangiome et vous voyez ici une lésion donc papuleuse en plaque, même presque nodulaire de cette région. Mais vous voyez aussi ici un nodule qui va être souvent assez souple et qui va vous permettre de vous orienter vers ce diagnostic d'hémangiome. Ici, on a à nouveau l'urticaire, donc très prurigineux, mais vous allez pouvoir toucher avec votre doigt cette zone et vous allez sentir ce relief qui va être une large plaque euh, érythémateuse, pas forcément si chaude que ça, parfois ça peut l'être un petit peu, mais tout ça, ça va vous permettre de vous orienter. La vitropression, c'est également un élément important. C'est quoi? C'est lorsque vous allez appuyer, alors de manière historique, c'était plutôt avec une petite vitre que l'on allait appliquer, par exemple, une lame sur la peau et vous alliez donc exercer une pression sur la peau et vous allez, lorsque vous allez avoir des vaisseaux qui vont être dilatés, eh bien, ces vaisseaux vont s'écraser et donc vous allez avoir un aspect blanc. Vous voyez ici, il y a 3 taches blanches qui correspondent tout simplement au doigt du praticien qui a posé ses doigts sur le ventre, sur le ventre rouge du patient. Et donc, en ayant appliqué ses doigts sur cette peau, il a entraîné une vasoconstriction des vaisseaux et à ce moment-là, il y a un aspect blanc qui apparaît. Par contre, on a ici un purpura, c'est-à-dire que vous aurez beau appliquer une pression sur ces lésions rouges, eh bien, vous n'aurez jamais de vitropression positive, vous n'aurez jamais de lésions blanches qui vont apparaître en regard. Pourquoi? Parce que là, le sang, en fait, a réussi à sortir des vaisseaux et s'est logé dans le derme. Et donc, cette extravasation de sang dans le derme fait que vous avez beau appuyer sur ces vaisseaux, sur ces globules rouges qui sont là, ils sont déjà présents. Donc, ça ne changera rien à la couleur de votre peau. Donc, la vitropression, c'est un élément intéressant pour distinguer un érythème d'un purpura. Le curetage, effectivement, vous allez parfois avoir des lésions squameuses, kératosiques, croûteuses, pour lesquelles vous allez être amené à éventuellement déjà gratter sur des lésions comme ça de pityriasis versicolore. Vous pourriez être amené juste à gratter avec votre ongle et vous allez voir une fine desquamation qui peut vous orienter dessus. Vous pourriez même éventuellement poser un scotch dessus et faire un scotch test. Et puis, lorsqu'on va avoir des ulcérations comme ici, vous pouvez, avec ce type de curette, gratter la peau, gratter la fibrine pour essayer d'améliorer la cicatrisation de l'ulcération, mais ça peut être aussi le cas d'une grosse kératose au niveau du visage, au niveau d'un membre, sur lequel vous allez chercher un bourgeonnement sous-jacent et vous assurer que ce n'est pas un carcinome épidermoïde sous-jacent. Donc voilà, le curetage peut être un élément intéressant de votre examen dermatologique en complément de ce que vous allez faire et la desquamation, la recherche de desquamation peut être également un élément intéressant. La friction, eh bien, vous pourriez faire un dermographie, c'est-à-dire que vous allez faire des traits comme ça dans le dos du patient et vous allez observer au bout de quelques secondes une réaction à type d'érythème et de papule. Vous voyez qu'ici, vous allez pouvoir toucher cette région-là, vous allez sentir qu'il y a un relief. Donc ça, ce sont des éléments intéressants, par exemple, dans le diagnostic d'une urticaire. Vous allez également pouvoir rechercher un signe de Nikolsky. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait d'une fragilité au niveau de votre peau. Vous allez appliquer votre doigt sur la peau et vous allez avoir la peau qui va venir. Vous avez une érosion qui va apparaître. Vous voyez ici la peau normale. Vous voyez ici que la peau est complètement partie. Vous avez une érosion et vous voyez ici ce pli qui apparaît en lien avec la friction qui est appliquée sur la peau. Et donc ça
évoquent une fragilité de la peau. Ce sont des signes qui sont très importants à rechercher chez les gens qui ont un érythème diffus. Vous recherchez un risque de décollement complet. Vous pouvez avoir des maladies comme des toxidermies, par exemple, ou certaines infections à staphylocoque qui peuvent vous donner des décollements complets ou partiellement de la peau et qui peuvent nécessiter des prises en charge en réanimation parce que vous avez des désordres hydroélectrolytiques, entre autres, qui peuvent apparaître. Et bien entendu, ça peut être aussi très douloureux puisque vous avez la peau qui est à vif à ces endroits-là. Vous avez également ici le signe de Darrier, qui est un signe que l'on recherche pour identifier une mastocytose, et vous allez donc venir entraîner une friction au niveau de cette petite lésion papuleuse, et vous allez voir apparaître une lésion papuleuse un peu plus large, érythémateuse, au niveau en regard de ces zones, et donc c'est ce qu'on appelle un signe de Darrier, ce qui vous permet d'identifier une mastocytose. L'auscultation, c'est également un élément important que vous pourriez être amené à utiliser, par exemple, à la recherche d'une malformation artério-veineuse. Dans ce cadre-là, c'est à nouveau cette photo d'hémangiome. Vous avez ce nodule sous-jacent pour lequel vous pourriez appliquer votre stéthoscope dessus pour vous assurer qu'il n'y ait pas de malformation artério-veineuse sous-jacente, et en l'occurrence, ce serait le cas, il n'y aurait pas de thrill vasculaire, il n'y aurait pas de soufflement, de battement à ce niveau-là. Par contre, dans le cas d'une malformation artério-veineuse, vous pourriez en avoir une, et donc forcément, ce n'est pas du tout le même diagnostic, ce n'est pas du tout la même prise en charge et le même pronostic. Enfin, le regroupement des lésions, votre examen dermatologique va vous permettre d'identifier s'il y a un regroupement de lésions. Il peut s'agir par exemple d'érythèmes en cocarde, en cible, comme on peut voir ici sur cette face palmaire, qui peut vous évoquer par exemple un érythème polymorphe, mais il peut s'agir également d'un érythème annulaire que l'on voit ici et qui va vous évoquer par exemple une maladie de Lyme, ou qui va vous évoquer, par exemple, une dermatophysie avec un herpès circiné, ou qui va vous évoquer un granulome annulaire. Vous avez aussi ici un érythème arciforme, vous voyez, en demi-lune. Alors souvent, ça nous évoque plutôt ce qu'on appelle une maladie de Gessner-Kanoff. Puis là, vous allez avoir ici un érythème polycyclique, vous voyez, qui est en plus près d'un pli, donc probablement qu'il y a une dermatophysie. Là, vous avez un érythème linéaire qui va suivre un trajet très bien déterminé, probablement le long d'un canal lymphatique, et donc probablement une lymphangite qui va être un facteur de risque de dissémination d'un érysipèle, d'un début d'érysipèle. Et puis ici, vous allez également avoir un érythème en plaques. Vous voyez qu'il y a une confluence de toutes les lésions érythémateuses. Et il y a également une délimitation avec une date parce que les urgentistes, quand ils ont vu ce patient ou cette patiente arriver aux urgences, ils ont délimité au feutre pour qu'une fois que le patient soit pris en charge, hospitalisé, quelques heures après, on puisse constater ou non l'efficacité de l'antibiothérapie qui a été administrée. Et donc, on a ici un érythème en plaques avec une confluence totale des lésions. Ici, vous avez également une lésion confluente au niveau du visage avec une cellulite faciale. Et de la même manière, eh bien, il va falloir instaurer rapidement des antibiotiques dans le cadre de ce type de lésion s'il s'agit bien d'une cellulite faciale. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo ou à m'écrire à dermato.ist@gmail.com. J'essaierai de vous répondre ou de réaliser du contenu vidéo supplémentaire pour clarifier certains points. À très vite sur Dermato IST.